Yo, c'est Migorine et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Breath of the Wild. Alors du coup cette vidéo c'est un prétexte parce que du coup normalement cette vidéo sort sur ma chaîne secondaire. Il y aura un link forcément à ma chaîne principale dans la description et inversement. Parce que du coup je prépare une vidéo sur Breath of the Wild et du coup cette vidéo me permet de blablater un peu sur le jeu et en fait je m'en servirai après pour peut-être affiner un peu mes idées et en faire une vraie vidéo du côté un peu court peut-être certainement, ça dépassera certainement pas les 10 minutes. Et c'est bien malheureux. Du coup, ça va me permettre de parler un peu du coup de mon ressenti vis-à-vis du jeu. Et le truc marrant forcément, parce que je m'en suis rendu compte et ça sera certainement un des premiers trucs que je dirai dans la vidéo, c'est que en fait le jeu a bientôt 10 ans. Je crois que c'est la... Si je dis pas de bêtises, c'est l'année prochaine, je crois le jeu aura 10 ans. Et c'est un peu zinzin, je trouve, parce que le truc que je pense, c'est en fait, moi, quand je pense à des jeux qui sont sortis il y a 10 ans, j'ai plus pensé à des trucs genre Brawl, à Smash, oui, à Smash Bros, Brawl, à Galaxy, ce genre de trucs. Et du coup, ça c'est un peu sadly, affreusement plus vieux, hein, au final. Et, euh, et c'est l'idée. Mais du coup, ouais, c'est assez impressionnant que le jeu ait quasi 10 ans et qu'il soit genre. Bah, en fait, il est quand même toujours bien. En fait, il tient bien, je trouve. J'ai vraiment beaucoup kiffé mon petit replay de jeu. Et c'est vraiment ça pour le coup. Alors, forcément, du coup, j'ai joué avec quelques petits modes voilà, qui changent pas grand chose au final. C'est juste du coup, forcément, l'apparence de Link. Et, euh, et quelques petits ajustements au niveau du gameplay, mais rien de bien folichon. Les armes pètent toujours, genre de truc. Et, euh, et ouais, ouais. Euh, donc je pense que l'idée de la vidéo, ce serait que je le mette en plusieurs points au final. Donc tout ce qui va être... je pensais parler de plusieurs trucs, comme par exemple le gameplay, l'open world, l'histoire, faire un petit point sur l'histoire et comment le jeu, pas forcément compare à Tears of the Kingdom, mais parce que du coup forcément je fais des comparaisons entre les deux, parce que bah, genre, c'est normal quoi, c'est un peu l'idée. C'est un peu comment, des suites au final, enfin des suites, pas vraiment, mais si, on peut clairement considérer les deux jeux comme une suite l'un à l'autre, du coup forcément on va reconnaître un peu les mêmes personnages et tout. Et même si au final il y a plein de trucs dans Tears of the Kingdom qui disparaissent, comme par exemple bah, genre les bestioles, les bêtes divines qu'on ne revoit plus, je sais plus exactement pourquoi. Ça doit être expliqué quelque part certainement. Et c'est un peu l'idée. Alors du coup, je sais pas trop par quoi on va commencer. J'imagine commencer par l'histoire, parce que ça sera peut-être le truc le plus facile à discuter. En gros, l'histoire, je l'ai trouvée super sympa, bien que ça soit peut-être la partie, pas forcément la moins développée, mais comparé apparemment à d'autres Zelda au final, l'histoire elle est complètement skippable, hein, dans le sens où en gros il y a vraiment que la cinématique quand tu bats Ganon en fait qui est vraiment nécessaire, enfin, il y a quelques autres du coup, mais les autres tu peux totalement les skipper, c'est-à-dire que du coup le background sur les champions tu les connais pas, enfin tu peux les skipper je veux dire, les souvenirs pareil tu peux les skipper. Puis pire, tu peux même carrément du coup skipper le journal de Zelda dans sa chambre au château. Je sais que moi j'aurais très bien pu le skipper. Parce que c'est pas évident à trouver, je trouve. Et mais ouais, l'histoire est quand même assez intéressante, assez sympa. Enfin, l'histoire en somme, je sais pas trop, mais au final, c'est vraiment, je trouve, carré par les personnages. Parce qu'ils sont tous super intéressants à connaître. Peut-être genre Daruk un peu moins, au final. Mais il est quand même assez marrant au final. Donc il sert un peu de comic relief en somme avec d'autres aspects du coup du personnage. Mais j'ai trouvé que c'était le personnage peut-être le moins intéressant du lot.
avec Revali, bien sûr, la fraude. Et, et c'est le truc. Mais ouais, niveau histoire, je trouve que c'est vraiment, vraiment sympa comme jeu au final. C'est pas mon histoire préférée niveau Zelda, parce que du coup, il va y avoir les autres singeries comme. Je pense à Twilight Princess, je pense à Skyward Sword, forcément. Genre là, les histoires sont vraiment au cœur du jeu et c'est impossible de passer à côté finalement. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment des singeries. Et du coup, aussi la relation entre Link et Zelda est toujours un peu au cœur du truc. Pas dans Twilight Princess, au final, plus dans Skyward Sword, forcément. Dans Twilight Princess, ça passe vraiment à côté. Et genre Zelda a à la limite une meilleure relation avec Midona. Midona Magod, bien sûr. Et mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais là, du coup, pour le coup, j'ai vraiment trouvé comment, la relation entre Zelda et Link bah, vraiment cool au final. Même du coup, si c'est pour le coup, ça se fait vraiment sur le temps, quoi, hein. Ils sont pas tout de suite super potes, mais c'est quand même sympa. Et moi, j'aime beaucoup les histoires, au fait, au final, où Link, c'est un chevalier à la base. C'est con, mais j'aime bien, en fait, ça ajoute un petit peu au personnage. Et, euh, et au final, le truc qui est un peu drôle, c'est qu'en fait, c'est un de ces jeux Zelda où en fait il y a du voice acting. Alors je sais pas si c'est le seul, je me souviens plus, ou si dans Skyward Sword il y a il y a du dialogue enfin du voice acting je veux dire, autre que les mais ouais du coup il y a du voice acting dans celui-ci et c'est vraiment cool. Et en fait c'est assez marrant parce qu'en fait canoniquement du coup dans l'histoire Link est pas muet en fait. Enfin vous me direz du coup Link il est pas censé être muet globalement, mais parce que tu le vois interagir avec des gens et tout machin, mais moi j'aime beaucoup cette idée que genre Link il soit muet en fait. C'est une idée que j'aime bien, ça rajoute un peu au personnage, je trouve, quelque part. Et mais du coup dans le jeu il l'est pas en fait parce que et justement en fait c'est terrible, mais du coup il y a beaucoup de lore qui nous vient du fameux journal de Zelda, du journal de Zelda dans lequel du coup on apprend que Link euh, est assez discret parce qu'en gros c'est un peu ça en fait, c'est ce Ilien qui part d'un peu nulle part en fait, qui vient de ne pas qui est pas de nature royale ou nature héroïque ou quoi, peu importe, tu vois, genre ses parents ils sont random et tout, et à qui on, c'est pas on impose, mais au final genre il a une destinée de zinzin parce que comment euh, bah parce que du coup c'est lui qui est choisi par la Master Sword, et donc du coup ça lui impose tout un truc en fait, et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, on aimerait en voir plus un petit peu de ces personnages, parce que les personnages ils sont tous super intéressants. Et en fait, ce qui est un peu triste, c'est que t'as cette histoire où, en fait, enfin, t'as cette idée où comment, les champions, ils sont, euh, ils sont un peu cool parce que du coup, en fait, ils se retrouvent tous. Et il y a toute cette espèce de truc où, en fait, il y a Zelda qui va les chercher et tout. Et après, du coup, il y a l'espèce de petite cérémonie où où ils reçoivent leur tunique. Et tout le monde est heureux, tout le monde est content. Et au final, pas si longtemps que ça après, au final, alors qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps d'être une équipe, ils sont tous fumés par Ganon, et c'est un peu triste. Et même pas par Ganon, au final, du coup, par les bestioles de Ganon, euh, qui vont être les différents boss du jeu. Et forcément, du coup, on en reparlera dans la partie gameplay. J'ai plus de flèches, c'est un plaisir. Pardon, je coupe ça au gameplay en plus, c'est énorme. Et non mais ouais, du coup l'histoire est vraiment un peu triste de ce côté-là en fait pour le coup, parce que t'as tout le truc avec Mifa aussi où genre en même temps du coup dans sa cinématique du coup vous savez, je crois que c'est la cinématique quand on la libère, je me souviens plus. Non non, je sais plus ça quelle, ça m'énerve. C'est la cinématique quand on arrive je crois, avec avec Mifa du coup, quand on arrive chez les Zora et qu'on a le flashback avec Mifa.
c'est... ça marche pas? Non, c'est une cinématique qui est assez cool, je trouve, parce que genre ça montre qu'en fait, bah, Link et Mipha, ils se connaissaient à la base, et plein de trucs. Du coup, forcément, Mipha, elle avait un petit crush sur Link, et c'était un peu mignon. Vrai homme ship Link et Mipha, bien sûr, mais non, vrai homme Link, ship Link et Sidon, mais on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que tous les personnages sont vraiment cool, je trouve, et peut-être un peu moins pour le coup justement les gens qui vont suivre au champion, à part Sidon encore une fois. Mais j'ai oublié le ref chez les Rito, il est un peu genre un peu oubliable, c'est un peu triste. Euh, Sauf Riju finalement, mais Unovo pareil, tu vois, il est un peu genre. Il est un peu en pyjama parce que je comprends, tu sais, c'est un personnage qui est un peu one note finalement, et c'est un peu triste. Mais après, tu peux faire le commentaire sur tout le monde au final, le fait que tout le monde soit un peu one note dans le jeu, et je comprendrais tout à fait. Et, euh, et c'est un peu ce que j'ai sur les personnages, et l'histoire est un peu cool, mais je trouve que au final elle se suffit un peu à elle-même, dans le sens où genre sûrement est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une suite, je sais pas. Le truc que je note par contre, et ça ça fait un peu partie du gameplay, mais j'en parle quand même, parce que j'en parlerai définitivement dans la vidéo. Breath of the Wild, c'est vraiment ce jeu qui moi m'épuise, enfin ce style de jeu qui m'épuise, pardon, où grossièrement, donc on va bosser pour tout le jeu pour affronter un boss, et au moment où on fait cette fameuse dernière mission, on affronte le boss, on est content, il y a une cinématique de fin et tout machin, le monde est sauvé, c'est génial, et quand tu relances ta partie, ça fait hey, on vous a remis juste avant le boss. Ok. Et c'est un peu triste parce que du coup, ça va me permettre de. Ok, j'ai lagué. Ça va me permettre de switcher du coup justement sur la partie importante qui est du coup l'open world. Et en fait, l'open world, je trouve qu'il est genre forcément super bien réussi. Le contexte du truc, c'est qu'en gros, on est 100 ans après la défaite des héros par Ganon. Et en fait, en même temps, ça sent un peu en même temps, ils auraient pu aller un peu plus loin sur l'aspect corruption, Ganon, tout le bordel, mais je peux comprendre. Et en fait, en même temps, on a un espèce de monde qui essaye de se reconstruire malgré une catastrophe. Ça se ressent notamment dans les villages. Et, euh, et c'est terrible. On sent pas trop la corruption de Ganon, je trouve, alors que t'as quand même une espèce de petite. Le miasme par terre qui est un peu cradoc et qui fait spawn des trucs et tout, mais à part ça, on le ressent pas trop et c'est un peu tristouille, mais en même temps, du coup, la vibe marche quand même sans, donc je trouve que ça va. Et du coup, en fait, t'as cette espèce d'aspect du coup de Hyrule complètement bah, en ruine, en fait, qui est vraiment cool. Et le fait que du coup, tout le monde compare ça avec. Comment ça s'appelle Ocarina of Time, parce que du coup, il y a plein de spots qui ressemblent. Et je trouve. Enfin, qui sont des références pour certaines. Et je trouve que c'est assez sympa de ce côté. Mais ouais, l'open world fonctionne très très bien, mais c'est vraiment problématique, je trouve, ce truc. Je trouve que c'est un peu triste ce truc de. Je vais changer de bouclier d'ailleurs. De pas en fait avoir vraiment c'est pas une fin en soi, mais c'est genre de pas pouvoir apprécier le fait que t'aies gagné en fait. Je sais pas comment expliquer, mais. Parce que ouais, en fait, genre, c'est un peu ce truc de. T'as gagné, mais t'as pas gagné, parce qu'en fait, grossièrement, t'as juste une cinématique et tout le monde est content, mais. En plus, je veux dire, ça prenait même pas forcément. C'était même pas dur à faire, je trouve que c'est genre juste. Suffisait de. Pas forcément pouvoir. De moins voir les trucs de canon autour du château, du coup. L'influence de Ganon et genre tous les effets qui vont avec dans le château, hors du château. Et si jamais l'idée c'est de pouvoir refaire le boss, bah, du coup t'as un système de souvenirs dans le jeu qui est assez un peu bizarre, mais du coup genre t'as ce truc où t'arrives à des spots spécifiques et tu peux du coup te rappeler d'un événement et c'est comme ça que du coup t'apprends le lore un peu du jeu, bien sûr. Mais là du coup ils auraient pu faire pareil en fait pour le comment
pour si jamais tu veux raffronter Ganon, et je trouve que c'est un peu une occasion loupée de pas l'avoir fait. Et, euh, et ouais, c'est vraiment là-dessus, c'est un peu dommage parce que du coup, t'as vraiment l'impression d'avoir fait tout ça pour rien en fait, et c'est con. Voilà un peu mon problème sur le jeu. Il y en a pas vraiment d'autres au final parce que genre j'aime bien un peu. Là, il y a beaucoup de trucs bien au final dans le jeu. Je parlais des personnages, mais il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont même cool. Et les personnages qui te donnent les quêtes, souvent ils sont super marrants, ils sont super intéressants. Et il y a plein de concepts au final que du coup on retrouve dans. Comment ça s'appelle? Dans Tears of the Kingdom. Et ça, c'est une bonne chose. Et il y a plein d'idées qu'on retrouve dans Tears of the Kingdom. Des personnages qu'on retrouve pas dans Tears of the Kingdom, comme par exemple. Comment il s'appelle? Cass, du coup, le Rito, le barde finalement Rito. Et c'est un peu triste parce que du coup, c'est vraiment un personnage super sympa. J'ai trouvé qui est vraiment cool, qui fonctionne vraiment bien dans le jeu. Et qu'on revoit un peu partout. Et c'est un personnage assez récurrent, mais qui est vraiment vraiment cool. Mais c'est l'idée. Et ouais, du coup, en fait, je compare beaucoup en fait à. Enfin, je me faisais beaucoup la remarque de. Ça c'était dans Tears of the Kingdom. Ou genre ce spotlight est dans Tears of the Kingdom. Parce que du coup, je. Et pourtant, j'ai joué que deux fois, je crois, à Tears of. Non, même pas en fait, j'ai joué qu'une seule fois à Tears of the Kingdom. C'était sur. Mais j'en ai beaucoup de bons souvenirs parce que du coup, c'était pareil du coup sur ma Switch, forcément. Les deux jeux au final. Mais du coup, c'est de mémoire plus récente. Et j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait, dans les deux jeux, je trouve, t'as un aspect évident de. Comment dire? Bah, d'exploration, en fait, hein, bêtement. Et l'exploration est vraiment, vraiment super sympa dans le jeu, pour plein de raisons. Mais en fait, du coup, on est vraiment, je trouve, immersé dans le truc, en fait. Et ça passe par plein de trucs, en fait. Ça passe par, bah, du coup, forcément, l'open world, ça passe par, du coup, le cycle jour-nuit. Le fait de devoir se faire à cuisiner pour récupérer sa bouffe et tout, enfin, sa vie, pardon, c'est tout plein de petits trucs, de petits trucs qui font que il y a un aspect euh, pas survie du coup, parce que je sais que c'est le mot que beaucoup de gens utilisent, mais c'est vraiment immersion et aventure en fait, et genre vraiment, mais vraiment genre dans le sens pur du terme, aventure, c'est-à-dire genre vraiment aller d'un point A à un point A à un point B, tout ce genre de petites singeries, et c'est vraiment sympa en vrai parce que il y a plein de trucs en fait quand on se balade dans les biomes et tout, c'est super cool. Et quand on arrive du coup dans un nouveau spot, que du coup c'est un spot qui est gardé par une bête divine, je crois qu'il s'appelle. Et que du coup on voit sa petite cinématique et tout, et on voit quel impact a la bête divine sur les lieux. C'est super cool. Moi, l'exemple que je prendrai toujours, du coup, ça sera. Parce que du coup, ça m'a vraiment choqué quand je l'ai refait. C'est quand tu arrives chez les Gerudo et que tu vois du coup. Oh purée, alors attends. Va. Non, je m'en souviendrai pas. Si, Vanaboris. Que tu vois Vanaboris et que. Et que du coup, il fait toute espèce de bordel de sable au final. Et que tu peux le voir en fait se déplacer un peu partout, c'est vraiment vraiment sympa. Ça fait quelque chose en fait. Et ça a un effet et tout. Pareil du coup avec Va Medo. Non, non, pas Va Medo. Puis ouais, j'ai oublié parce que du coup c'est des références à des anciens personnages en fait. Genre Rudania c'est Darunia, genre Va Naboris du coup c'est j'ai oublié, d'ailleurs, c'est qui Naboris, mais ça doit être un personnage de Karine of Time, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref. Medo, du coup, c'est je suis des Rito pour Medoli de Wind Waker, il me semble. Mais le dernier, j'ai oublié, je suis un bouffon. Tant qu'à faire, je me corrigerai à l'écran, c'est pas grave. Et bref, et du coup, genre, ils ont. Enfin, genre, celui justement des auras euh, qui va. Attends, je peux même vérifier sur la map. En fait, je suis un bouffon. Attendez. Euh, ça va me saouler si je le fais pas. C'est pas ici? Ah, c'est là, voilà.
Varuta, merci. Oui, bah justement, Varuta qui va du coup faire pleuvoir un peu sur la zone et tout, c'est vraiment sympa. Au final, et ça rajoute vraiment à chaque fois au lieu, en plus des personnages, en plus de l'histoire, tout le bordel. Et ça, c'est très cool. Un autre truc, transition un peu éclatée, mais niveau gameplay au final, euh, on va parler de gameplay forcément parce qu'il y a plein de trucs à dire, et notamment le truc qui me vient à l'esprit, vu qu'on était en train d'en parler justement, bah, c'est les pouvoirs. Parce qu'en fait, tu as donc les pouvoirs de champion et les pouvoirs de la tablette. Les pouvoirs de la tablette qui sont un peu iconiques en fait au final à ce niveau-là, je trouve. Les bombes forcément du coup qui ont notamment fait leur apparition dans Smash, le Kinetis, le Cinetis. C'est Kinetis et Cinetis, je me souviens un peu, mais grossièrement, il y a celui qui arrête et celui qui déplace. Et, euh, et Cryonis qui est un peu gaze en fait au final, parce que du coup il a genre deux utilisations un peu naze, mais au final du coup qui donne pour des sanctuaires un peu marrants à chaque fois, et c'est un peu cool. Et en fait les pouvoirs sont assez sympas. C'est un peu malheureux parce que du coup j'essaie de me rappeler des pouvoirs dans Tears of the Kingdom et je ne peux me rappeler que de le pouvoir qui fait aller vers le haut, qui a un pouvoir assez marrant. Mais, euh, mais ouais, je me souviens que les pouvoirs de Tears of the Kingdom étaient assez rigolos, et notamment celui-ci. Mais pour le coup, pour les pouvoirs de champion, ils sont assez sympas parce qu'en fait, ils te permettent tous de faire un truc assez précis. Je dirais que le moins utile techniquement, c'est celui de Revali, même si du coup, il permet un peu. Enfin, il peut aider parfois, du coup, si par exemple, t'as pas beaucoup d'énergie, tu veux grimper une montagne ou quelle autre connerie, ou si tu veux prendre de la hauteur, généralement, c'est juste le but un peu du truc. Euh, Daruk, il est un peu cool aussi, le bouclier. Évidemment, Mifa, la goth, qui aide beaucoup. Et Urbosa aussi qui fait des bons dégâts. Et c'est toujours sympa en fait, même celui d'Urbosa est très cool, notamment parce que du coup c'est... Bah, on la voit utiliser son pouvoir du coup dans les flashbacks, et forcément elle l'utilise bien plus vénère parce qu'elle fait tomber la foudre directement, mais euh, sur un spot précis, pas sur une grande zone et tout. Et c'est... Putain, il y a un Linel, what the fuck. Ah putain, oui, mais attends, on est... Je me rappelle d'ici en fait. Il y a un labyrinthe. Et, euh, et ouais, du coup, les pouvoirs par rapport à Tears of the Kingdom, je trouve, sont un peu meilleurs parce que les pouvoirs de Tears of the Kingdom, ils sont vraiment maxi gaze pour le coup, mais c'était un parti pris en fait, parce que du coup, dans Tears of the Kingdom, ce qui se passe, c'est que du coup, tu invoques des stands en fait, ok, c'est un défi comme ça, je peux le faire. C'est l'idée comment, le parti pris finalement de ça, c'est en fait ils font spawn un stand du héros et ensuite tu peux utiliser le pouvoir. C'est-à-dire que Yonobo, il me semble que tu le fais rouler, c'est pour casser des trucs. Sinon, il fait une espèce de, spot, de bulle de flotte autour de toi et tu peux envoyer des machins. Euh, et le petit Rito, il te fait voler. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment très genre limité en somme. Je sais même plus ce que Riju a fait, c'est un peu triste. Je suis très très mauvais là-dessus. On doit avoir un port d'électricité, je vais deviner bien sûr. Euh, et le truc vraiment qui me tabasse en fait avec le gameplay du jeu, parce qu'on parlait de ça, en fait, c'est évidemment le truc que tout le monde a reproché, c'est comment les armes pètent. Et c'est assez terrible parce que je suis allé au mauvais squelette, putain, c'est parce que je voulais faire chier. Et c'est un peu triste. Les armes pètent vraiment, vraiment facilement. Tout le monde en a bien sûr parlé. Mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a vraiment choqué parce que je me souvenais plus de comment a pété dans Tears of the Kingdom. Et en fait, dans Tears of the Kingdom, elle pète moins vite au final. Et c'est une bonne chose parce que genre vraiment dans ce jeu, mais elle pète vraiment à une vitesse folle quoi. Genre ça rigole vraiment pas quoi. Et, euh, et c'est un peu terrible parce que du coup parfois t'as un bon niveau d'arme et du coup tu te dis
Ah, je sais pas, ça devrait pas péter et tout, et genre après quelques coups, tu te rends compte que genre en fait elle est déjà à moitié morte en fait, donc c'est un peu triste. Surtout quand c'est des armes qui sont un peu stylées, un peu cool que t'as envie de garder. Après oui, t'as toujours le truc où tu peux aller voir un espèce de monstre là pour raise l'arme, mais bon, ouais, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je sais pas. Euh, voilà, ça fait quasi 30 minutes, je vais essayer de bourriner un peu. Mais au final, on a quand même déjà en fait un peu fait le tour. Je vois un peu comment ça va se passer finalement. Et t'as ça. Ah, un truc aussi, mais tiens, meilleure transition aussi parce que là, je viens juste d'y penser. En gros, euh, il y a un truc qui m'avait vraiment un peu embêté dans le jeu et quand j'y repense, c'est vraiment spécial. C'est qu'en gros, il y a dans le jeu, il y a la possibilité de augmenter la puissance de ses armures, en fait la résistance réellement de ses armures. Et en fait, c'est genre vraiment, je suis pas là à dire que c'est mal implémenté, mais je suis là à dire que c'est vraiment bizarre parce que euh, c'est un peu genre nul dans le sens où en gros dans les autres jeux Zelda généralement c'est juste les armures elles peuvent avoir genre une utilité précise genre permettre de nager mieux, permettre d'utiliser tel truc plus de meilleure manière, euh, genre résister aux flammes par exemple, ou peut-être par exemple immunisé à la foudre peut-être. Et, euh, et dans ce jeu c'est un peu claqué au sol je trouve parce que bah en fait c'est genre juste des stats, des stats, des stats. Et effectivement il va y avoir des trucs, sauf que t'es là, t'as ton armure du coup qui a le plus de résistance. Donc, généralement au début du jeu ça va être l'armure de chevalier. Et t'es tout content, tu prends pas trop de dégâts. Et au final du coup t'arrives dans une zone où en fait il fait chaud. Donc du coup faut que tu mettes ta tenue contre le chaud. Et le problème c'est que la tenue contre le chaud elle a moins de résistance. Et donc du coup tu te fais maxi tabasser. Et c'est un peu dommage. Au final. Mais voilà. Et il y a un truc, puis parce que forcément j'en parle parce que du coup je vois ça, mais un truc qui est cool au final dans le jeu, j'ai trouvé, c'était les différentes météos. Euh, Parce que souvent un match un peu avec l'endroit où tu vas, et c'est vraiment toujours sympa. Et ça donne une vibe. Je sais pas si c'est que moi aussi, mais je trouve que le jeu est parfois un peu sombre. Moi j'ai joué à la version Wii U du coup pour rejouer à jeu. Et, euh, et sûrement ouais du coup il y a vraiment cette affaire. Attendez, je vais juste regarder si ma micro. Ok, merci la voix dans ma tête. Et, et grossièrement, je sais même plus de quoi je parle, je suis vraiment mauvais aujourd'hui, c'est terrible. Si, bien sûr, oui, la météo change un peu par endroit, match avec les endroits, et c'est toujours super sympa. Le seul truc, forcément, du coup, c'est la pluie qui interfère avec quand tu grimpes. Ça, c'est problématique, sachant que même dans du coup, ils ont compris ça, et donc du coup, dans Tears of the Kingdom, il y a littéralement un set d'armure qui te dit, euh, genre, enfin, qui te permet du coup d'escalader mieux. Et et ça marche quand même pas, c'est assez terrible. Un autre truc que je voulais dire, il y a. Ça sera certainement le dernier truc dont je parlerai, je sais pas si j'ai réussi à parler tout, mais on verra bien. En gros, il y a un spot sur la map qui me tabasse parce qu'en fait. Et en fait, ça montre du coup j'allais dire un peu la puissance finalement du, de l'open world, mais en fait du. C'est quoi le terme? C'est le level design? World design peut-être? Dans cette situation. Il y a un spot, bah, même pas loin de là en fait, juste ici, voilà. Le temple oublié. Et en fait, le temple oublié, c'est un spot dans lequel on va effectivement. euh, Dans Tears of the Kingdom, je crois qu'il y a un peu plus de trucs à y faire. Dans ce jeu, il y a rien. Il y a genre. Si bête bêtise, ouais, voilà, il y a un sanctuaire. Et c'est tout, genre. Il y a pas de. Il n'y a pas de drop particulier ou quoi, alors que c'est vraiment un spot très très sympa, très très joli. Et je trouve qu'il y a une comparaison facile à faire, c'est Shadow of the Colossus. Parce qu'en fait, dans Shadow of the Colossus,
il y a souvent cet aspect, c'est gigantesque, c'est abandonné, et genre, qui a fait ça, tu vois? Et grossièrement, genre, le Forgotten Temple, enfin, le temple oublié, c'est exactement ça. C'est genre, c'est super grand, tu vois. Et il n'y a rien à y faire. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc à faire niveau. Genre. euh, il me semble que, genre, du coup, tu peux récupérer un truc, mais c'est, je crois, si je dis pas de bêtises, avec des amiibo, un truc dans le genre. Enfin, bref, il y a une tenue à. Il y a une tenue à récupérer. Et. Mais c'est un peu tout, au final. Et c'est un peu triste, au final, parce que c'est vraiment un spot sympa, et j'aurais aimé qu'il y ait d'autres trucs à y faire. Mais hélas, voilà, c'est malheureux. Enfin bref, c'est vraiment, moi ce jeu, je trouve que c'est vraiment un super jeu pour faire une conclusion, qui a bientôt du coup 10 ans, donc du coup je me suis dit qu'on allait faire un truc forcément, et c'est assez incroyable. Du coup le jeu est vraiment vraiment cool et tient la route encore aujourd'hui, et tient la comparaison avec les autres jeux qui sont sortis à l'époque. Euh, oui, bon. Et toujours jouable de zinzin, et comment, avec du coup, je parlais de Tears of the Kingdom, forcément, mais du coup, la comparaison est à faire. Et en fait, je trouve que Tears of the Kingdom a vraiment réussi, en fait, à. euh, genre, je suis pas là à dire que ça a amélioré euh, le bordel, mais ça a réussi à construire sur ces bases-là, et je trouve que c'est quand même super cool. Du coup, moi là-dessus, je pense que je vais m'arrêter là. Je vous redirige du coup vers la vidéo qui est sur la chaîne. Là, c'était juste moi qui étais en train de yap comme un débile pendant 30 minutes. Je vais faire un peu de montage, et ensuite, du coup, je ferai un petit texte, et on se remettra ça sur la chaîne principale. Et voilà, bisous tout le monde, et à la prochaine.